Sud Radio 10h midi, Média, l'invité du jour. L'invité du jour, c'est le journaliste réalisateur Jérôme Pierrat. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous réalisez des enquêtes choc. Celle-ci, celle que l'on pourra voir sur RMC Story mercredi soir, est particulièrement incroyable. Je vous le disais, c'est formidable pour RMC Story, mais ça mériterait d'être diffusé sur une très grande chaîne. Vous êtes allé, ça s'appelle Génération Kalash, la face cachée des cités. Et j'avoue qu'on est pris du début à la fin par les images, par ce qu'on voit. C'est-à-dire que vous êtes allé dans ces cités de plus en plus violentes, où les armes sont de plus en plus présentes. Et vous racontez un petit peu comment s'organise aujourd'hui le trafic de drogue et surtout les règlements de compte qui en découlent. Oui, c'est surtout centré sur effectivement les conflits qu'opposent tous ces dealers. Effectivement, alors, là, le constat, on les connaît depuis un petit moment, ces règlements de compte, on les a vus apparaître il y a quelques années, mais là, il y a une phase d'accélération, de banalisation, c'est horrible de le dire, de démocratisation du règlement de compte au sein du milieu criminel, et ça touche des gens de plus en plus jeunes, dans des villes de moins en moins, qui étaient traditionnellement pas très impactées par la criminalité, etc. Donc c'est ce phénomène-là que j'avais envie de raconter. Ouais. Oui, 156 points de vente de drogue à Marseille, 14 ans, c'est l'âge de la dernière victime tuée le 18 août, 150 armes saisies dans les Bouches-du-Rhône, et c'est vrai que quand on regarde votre doc, on est absolument sidéré de voir la facilité avec laquelle ces armes circulent, sont arrivées. Et puis cette génération Kalash, c'est-à-dire qu'on est passé à un moment, il y a un vieux truand corse qui explique qu'il y a vraiment une génération Kalash, et c'est ce que vous montrez, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils ont la gâchette facile, et la Kalachnikov est devenue un petit peu l'arme des cités. Oui, c'est-à-dire que ça a été progressif de génération en génération. En 20 ans, on va dire qu'il y a 20 ans, ils ont commencé à acheter ces Kalachnikov qui venaient des pays de l'Est en guerre, etc. Ils les ont stockés, puis ils les ont regardés. Ils se sont regardés dans la glace avec, ça faisait bien, mais ils s'en servaient pas. Et puis la génération d'après, il y en a un qui a osé la sortir. Et puis, par effet de mimétisme, il y a une digue qui a sauté, et tout le monde s'y est mis. Alors d'abord à Marseille, Paris, Lyon, dans les grands centres urbains. Et puis maintenant, on s'aperçoit que ça va toucher le Creusot, Valence, des villes de moins d'importance. Justement, moi, en regardant le doc, je me suis demandé pourquoi la mort ne leur fait pas peur et pourquoi une vie ne compte pas. Comment vous les il y a une forme alors, il y a la jeunesse là-dessus qui évidemment, quand on voit l'âge des morts et l'âge pour ceux qui sont arrêtés, il y en a pas beaucoup, c'est ça aussi le problème. Ils sont quand même globalement très jeunes, donc je suis pas sûr qu'ils aient tout à fait bien conscience de ce qui se passe. Souvent, en plus, ils prennent des produits stupéfiants pour se donner entre guillemets le courage d'aller tuer des concurrents. Donc il y a une forme oui, je pense d'inconscience. Il y a un type qui me racontait que quand il y en a un qui revenait du tribunal au Baumette à Marseille, il venait de prendre 30 ans. Et c'est juste à ce moment-là qu'il a réalisé, pour un assassinat, un petit jeune, il arrive dans la cour de promenade et puis l'autre, il lui dit alors combien t'as pris ? 30. Puis là, d'un seul coup, au moment où il lui a dit, il a eu une lueur de lucidité en disant ah ouais, dis donc, ça va faire long. Donc c'est bien pour ça qu'il y a une espèce de... Ils sont peut-être pas dans le jeu vidéo parce qu'ils sont quand même pas débiles, ils savent ce qu'ils font, mais il y a une espèce, de banalisation. Et puis c'est un peu la culture narcos aujourd'hui, c'est-à-dire avant on avait la référence Scarface, machin. Aujourd'hui, regarde Pablo Escobar, El Chapo, les trucs qu'on voit sur les plateformes. Et puis voilà, ils se sont pris pour des voyous de Colombie, je crois. Le doc va crescendo, on voit on commence par les points de deal, et puis vous montrez l'organisation, vous la racontez très bien. À un moment, cette organisation où il y a les petits, les visibles, et puis derrière, il y a des gens beaucoup plus inquiétants qui sont là parce que la multiplication des trafiquants fait que il y a de plus en plus de choses à régler, et donc il y a des personnages beaucoup plus troubles derrière. Oui, c'est un commerce, donc c'est du capitalisme sauvage, c'est un commerce illégal, donc les problèmes se règlent pas au tribunal de commerce. Par définition, ils sont obligés de se régler entre eux. Et effectivement, on voit le haut de l'iceberg, donc c'est ces points de vente dont Darmanin nous parle beaucoup, ces points de deal, etc., qui sont animés par des mineurs principalement pour éviter les poursuites judiciaires. Et puis derrière, et bien évidemment, avec l'argent qui est brassé, on va pas laisser ces points de vente à des gens de 18 ans. Il y a des gens beaucoup plus importants qui, eux, sont dans l'ombre et qui défendent ses intérêts. Alors les conflits se multiplient parce que les points de vente, c'est très rémunérateur, mais c'est aussi, comme c'est rémunérateur, ça se multiplie. Et justement... Et donc il y a une concurrence hallucinante. Justement, on a un extrait parce que... c'est plus que c'était, ma pauvre dame. C'est un peu ça. Ça a eu payé. C'est rien, ça. C'est de plus en plus dur. Il y a des points de vente dans toutes les cités, dans tous les coins de rue. C'est devenu. Il y a plus de points de vente que des boulangeries. Et c'est facile d'aller acheter. C'est plus facile d'aller acheter du shit que d'aller acheter du pain. À 8h, ça ferme la boulangerie. Les points de vente, ils ne ferment pas. C'est très très dur. Voilà. C'est très très dur. Il y a trop de concurrence. Ouais, bien sûr qu'il y a trop de concurrence. Il y a des points de vente dans toutes les cités. À chaque coin de rue, il y a un point de vente.
Voilà. Donc, oui, ça lui payait. Alors, il faut vraiment le regarder. Moi, je l'ai montré à un grand flic, un patron du RAID, un ancien patron du RAID, qui a été absolument sidéré de ce qu'il a vu, en particulier dans les armes qui circulent, dans ce que vous avez pu montrer. On va vraiment laisser les gens le regarder. Comment vous avez réussi à infiltrer c'est vraiment la question. Alors, ça fait 30 ans, enfin, pas tant que ça, que vous êtes... Oui, non, mais moi, je me suis posé plusieurs questions. C'est comment on fait pour vous faire confiance? Puis vous, est-ce que vous n'avez pas eu peur? Alors moi, effectivement, ça fait quand même un certain nombre d'années que je fraye dans ces milieux, interlope. Alors, avec le temps, évidemment, il y a un carnet d'adresse qui se fait, mais en même temps, c'est assez compliqué, parce que comme ils sont très jeunes, et que ça change beaucoup, et pour cause, ils meurent souvent, etc., ils sont incarcérés, donc de toute façon, les correspondants changent. Mais enfin, bon, voilà, à occuper ce terrain-là, avec les années, et puis... Ils ont vu les nouvelles générations, vu mon travail au fil des années, donc ils ont une espèce de confiance. Bon, on se fait en gros un peu parrainer aussi par des gens qu'on voit pas. Enfin bon, voilà, c'est tout un travail d'enquête, c'est assez long. Combien de temps pour un documentaire comme celui-là? C'est plusieurs mois, mais en fait, c'est le fruit d'années de vadrouille dans ces quartiers-là, parce qu'évidemment, si vous arrivez au doigt mouillé en disant je suis journaliste, bonjour, est-ce que tu peux me sortir là, ce que vous avez comme image est exceptionnel. Il y a une mitrailleuse à un moment qui est... Oui, c'est-à-dire qu'on voit qu'ils ils ont sorti... Ils vous demandent de l'argent ou pas? Non, parce que alors vu déjà les tarifs, vu ce qu'ils gagnent par exemple sur le point de vente, il aurait été ridicule, même antidéontologie qui est ridicule de leur proposer des sommes. Les types brassent 40 000 euros par jour, donc moi même si j'arrivais avec, puis je veux pas, mais bon, RMC Story n'a pas de budget non plus. Mais il y a quoi comme condition pour les rencontrer? Il y en a aucune. Moi, il y a moi j'y vais, je discute. Tu vends 2 armes, c'est près du doc. C'était très étonnant. Par exemple, non, mais il y a une espèce de, ils sont décomplexés. C'est-à-dire que moi, il y a 10 ans, j'avais déjà essayé de tourner des points de vente comme ça à Marseille. Les types vous laissaient pas rentrer, ils vous disaient viens on va dans la cave, je mets ma cagoule et je vais t'expliquer comment ça marche, mais il est hors de question que tu montres à quel endroit c'est. Là, quand je leur ai dit ça, au début je suis venu comme ça, un peu timide, en leur disant bon on va se mettre dans un coin, tu vas me raconter exactement comment ça marche ton truc. Puis le mec m'a dit mais pourquoi tu veux te cacher, viens filmer le point de deal, mets ta caméra, mets ton pied, dis à tes caméramans de venir. Bon, il y a un truc qui a un peu décomplexé, on voit bien, il montre le commissariat qui est juste derrière en disant on s'en fiche un peu, les flics qui nous voient par la fenêtre. Bon, voilà, il y a un petit côté, donc ils acceptent, je sais pas. J'évite de poser la question de savoir pourquoi ils acceptent. Vous dites qu'ils acceptent. Je me dis, quand s'ils gambergent trop, ils vont avoir la lucidité de dire... À un moment vous avez un visage quand même, vous faites une tête, ça mériterait ça aussi. Avec un 357 Magnum, il dit toi tu te retrouves face à ça, tu fais quoi? Rien, moi. Alors il y a... C'est assez bizarre. Il y a la politique à un moment qui dit, Nora Preciosi, qui dit pris isolément, ils sont pas si méchants que ça. Mais c'est horrible de le dire, mais c'est vrai, ça reste des gamins de 18-20 ans finalement. Que c'est pas... Alors si vous les trompez pas, il y a toujours des agités, c'est toujours des types pas très stables. Mais si vous les trompez pas, moi j'y vais pas en leur racontant des conneries, je les piège pas. Voilà, on a une espèce... Ont vu le doc ? Non, ils n'ont pas vu le doc, ça va être une grosse surprise pour eux mercredi soir, j'espère qu'ils s'aimeront à la télé. Mais... mais voilà, il y a une espèce de deal, si vous le respectez, il n'y a pas de raison qu'on vous tire dessus. Pourquoi on ne peut rien faire? Question naïve. Vous êtes dans la cité qui a été visitée par Emmanuel Macron. Vous pensez qu'il peut résoudre le problème? Non, c'est compliqué parce que quand on parle uniquement des points de deal, finalement, c'est la surface. Donc, le point de deal, vous le fermez, il se remonte 2 heures après, il va 400 mets plus loin. Donc, c'est un faux problème. C'est une fausse guerre d'aller lutter contre les points de deal. Il faudrait remonter en amont les filières internationales qui approvisionnent ces points de deal, etc. Donc, il y a un boulot de fond dont, malheureusement, je vois pas bien l'issue. Je vous avoue que je suis assez pessimiste quand je regarde ça. Ça fait 25 ans que je vois la situation se dégrader de génération en génération. Des plans successifs gouvernementaux, des envois de CRS, des effets d'annonce qui finalement n'ont pas changé grand-chose, malheureusement, à la situation. La génération Kalash, c'est très particulier, c'est-à-dire que c'est Kalachnikov, c'est très bien expliqué dans votre doc, c'est que c'est facile à manier une Kalachnikov, contrairement à des... C'est plutôt un aveu de faiblesse, entre guillemets, d'amateurisme, c'est-à-dire comme le dit le vieux voyou corse, prendre un pistolet, il faut s'approcher on va parler un peu technique, s'approcher de la cible, savoir s'en servir, etc. Là, c'est une espèce de tir un peu aveugle, effectivement. Vous arrosez, alors ce qui explique qu'il y a une gamine de 17 ans qui est morte, il y en avait déjà eu une autre il y a 1 an, etc. Enfin, c'est ça le grand danger de ces gens. On pourrait dire cyniquement, tant qu'ils se tuent entre eux, finalement, ça ne nous concerne pas. Non, c'est que ces types tirent maintenant en pleine journée, dans des endroits publics, avec des armes qui portent à plus de 1000 mètres, et puis qui tirent en rafale des dizaines de cartouches énormes. Donc,
voilà, il est quand même... Alors, il y a aussi des tueurs à gages, ou alors lui, c'est fantastique, dans votre doc, il dit je tire dans les genoux. Oui, ça, c'est les punisseurs, parce qu'il y a ceux qui exécutent, les nettoyeurs, il y a une graduation, et les punisseurs, ils sont extraordinaires. Ah oui, alors eux, ils pratiquent ce qu'on appelle chez les policiers de la jambisation. C'est inspiré des techniques italiennes, la mafia qui tirait dans les genoux, etc., pour prévenir les gens. Pour pas faire un meurtre, pour pas aller en prison. Ils se disent, tu tues le gars, tu prends entre 30 et perpète. Et puis, il te rembourse pas. Voilà, et puis en plus, voilà, ça n'a pas valeur d'exemple. Et si tu lui tires dans les genoux, tu as une chance qu'il te redonne ton argent, et surtout, c'est 3, 4, 5 ans de prison maximum. Donc, c'est beaucoup plus intéressant. Donc voilà, et ça, c'était pratiqué, ça s'est pratiqué pendant assez longtemps. C'était l'étape précédente, hein, donc beaucoup en Île-de-France, etc., jusqu'à ce que les Marseillais décident d'enclencher la vitesse supérieure et d'avoir des solutions plus définitives. Je vous propose, Valérie, pour nos éditeurs, d'écouter un régulateur. Quel est votre rôle à vous? Nous, on est dans l'ombre. Nous, on nous appelle que quand il y a des soucis, des gens qui viennent emmerder ou qu'on essaie de venir raqueter, nous on fait le nettoyage. Voilà. Nous, on gère les ouvriers. Le vendeur, les guetteurs, les rabatteurs, tout ça qui viennent nous voir, qui nous donnent les renseignements, ce qui se passe sur le terrain. Et si ça va mal, nous, on débarque. Si tu viens chez nous pour nous prendre, il y a la guerre. On va pas te laisser faire, on va pas se laisser faire. Si ça part en sucette, c'est que tu t'es laissé faire et tu n'as pas été assez costaud pour affronter ceux qui sont venus te tanker. Voilà, ça, ce sont les punisseurs. Et puis après, c'est punisseur qui disait, Valérie, qu'après, il s'occupait de son enfant. Oui, il rentrait. C'est ça qui est dingue. C'est des gens qui sont pères de famille. Ils tirent dans les genoux et après, qui ils sont, en fait c'est ça qui est assez drôle. Enfin, pas drôle du tout, d'ailleurs, mais ça qui est assez étonnant, c'est que c'est des gens qui ne sont pas forcément désociabilisés. Alors, ils sont désociabilisés dans le sens où ils vivent dans une société qui n'est pas la nôtre, avec d'autres codes et un quotidien un peu bizarre, mais qui est assez segmenté, finalement. Il y a le boulot, c'est un métier pour ces gens. Et puis quand ils rentrent chez eux, souvent, alors pas pour les plus jeunes, hein, mais pour ceux qui sont un peu plus installés dans le trafic, qui ont une trentaine d'années, oui, ils sont mariés, ils ont des enfants, ils mènent une vie, le week-end, ils vont au supermarché, enfin, je veux dire, comme tout le monde. Est-ce qu'il y a une nouvelle génération qui arrive? Il y a eu Génération Kalash, on voit les armes de guerre, et franchement, ça vaut le coup d'être vu, parce que c'est assez impressionnant. Est-ce qu'on risque d'aller vers des armes encore plus puissantes, encore plus violentes? On a l'impression d'avoir des mercenaires aujourd'hui. Oui, il y a une espèce de... si on en suit la logique des dernières générations, des dernières années, a priori, c'est pas prêt de s'améliorer ni de s'apaiser. Oui, on voit qu'à chaque génération, on abaisse l'âge des gens, on a des solutions beaucoup plus radicales. Plus les gens sont jeunes, plus les armes sont grosses. Enfin voilà, on a l'impression qu'il y a une espèce de fuite en avant qui va être difficilement contrôlable dans les années à venir. Qu'est-ce qu'ils font de leur argent? Parce qu'on voit qu'ils gagnent énormément d'argent. Qu'est-ce qu'ils en font? Parce qu'ils prennent pas de vacances. Non, mais l'ironie de cette histoire, c'est que l'aboutissement est nul. C'est-à-dire que l'ironie de cette histoire, c'est que ça n'a aucun intérêt. Ce sont des gens qui vont aller s'acheter au mieux une voiture, ils arrivent de toute façon pas à l'utiliser parce que c'est de l'argent sale, donc c'est assez complexe à blanchir. Donc ça demande, ça c'est les étapes au-dessus, hein, c'est les gens qui sont plus vieux qui arrivent à faire ça. Les autres, c'est de l'argent qui est brûlé immédiatement, c'est-à-dire que ça va être consommé dans des boîtes de nuit, dans de la coke, avec des filles, des vêtements, des écrans plats, du luxe, des futilités, des vacances à Dubaï rapides. Enfin voilà, c'est de l'argent qui fuit, qui part aussi vite qu'il est entré. Donc ça n'a. Ils n'achètent pas d'appartement. C'est ça qui est horrible, c'est que tous ces morts. Je veux dire, à Marseille, on est à plus de 200 morts en 20 ans, hein, principalement des vingtenaires, pour rien. C'est-à-dire pour de l'argent qui aurait servi à quoi? À faire 3 sorties, à louer une Lamborghini le week-end pour épater les filles. Enfin voilà, c'est de l'argent qui... Ça vaut rien. Tout ça ne vaut rien et ça n'a aucun intérêt à la fin. La légalisation du cannabis changerait quelque chose ou pas? Alors c'est le gros débat. C'est forcément la question qui survient quand on a vu tout ça. Parce qu'on se dit, finalement, on a à peu près essayé toutes les versions de la répression. Qu'est-ce qui reste à part débattre de ça? C'est compliqué, oui. Il y a du pour, du contre. Moi, je fais pas de politique, mais c'est en tout cas un vrai débat qui devrait s'imposer parce que on s'aperçoit que dans toutes les sociétés depuis toujours, personne n'a jamais gagné la guerre contre la drogue. Ça n'a fait qu'augmenter un peu partout. Et on voit que des pays qui étaient des pays phares de la répression, comme les États-Unis, ont baissé les bras, en tout cas pour ce qui est du cannabis, et commencent à s'y mettre, le Canada, etc. Donc oui, forcément, va y avoir... Vous avez de l'affectif pour eux? Pour ces petits jeunes,
Souvent oui, parce que je me dis que c'est vraiment des... Quand on discute, quand on discute avec eux, ils sont gentils et on se dit vraiment que c'est des vies gâchées. Alors inutile de parler de ceux qui sont morts, mais même ceux qui restent, enfin je veux dire, il y aurait autre chose à faire. Il y en a plein qui sont intelligents, malins, voilà. C'est vraiment un gâchis. Ouais. C'est à voir mercredi soir, donc sur RMC Story. C'est absolument glaçant, sidérant, incroyable, vraiment un grand document d'une force et puis d'une réalisation. Ouais, la réalisation qui est très bien parce que on vous voit avec eux. C'est vraiment bravo. Merci Jérôme Pierrat d'être venu ce matin sur Sud Radio et vraiment soyez devant RMC Story mercredi soir à 21h.